on découvre des groupes d'amis qui se mélangent, qui se tiennent chaud, qui se rendent plus forts. Pierre-Yves avait une cause, on le sait, ces 7 dernières années de sa vie qui était la cause de la vérité de la mort de Ghislaine et Claude, quelque chose qui l'a non seulement occupé, mais qui l'a rongé, miné et peut-être tué un peu prématurément aussi. C'est une cause très noble à laquelle il était corps et âme. Alors on va essayer de retracer un peu ces 64 années de sa vie d'une manière chaleureuse, sympathique, très informelle. Il avait posé son sac à dos dans cette région de la Drôme qu'il avait aimé. C'était un gros coup de foudre dans ce lieu magnifique offert par Violette, ce dernier lieu de vie de Pierre-Yves. On a une grande pensée aujourd'hui pour tous ceux qui ne sont pas là. Vous savez qu'on a été très contraints par la crise sanitaire et c'est vrai que ça a été très dur pour Alain, Violette et moi de dire non à certains. On fera probablement dans les mois qui viennent, dans les semaines qui viennent, selon le calendrier sanitaire, une plus grande réunion d'amis à Paris probablement. Et on a une pensée toute particulière aujourd'hui évidemment pour Marie Solange, qui était vraiment devenue quelqu'un de clé dans sa vie. C'était réciproque, vous le savez. Marion l'a dit, Pierre-Yves ne se contentait pas d'une famille. Mais je trouve que je suis le seul, pour des raisons de pandémie, à représenter toute sa famille, je dirais de sang, biologique. Mais vous êtes tous, non pas sa famille, mais vous êtes ses familles. Pierre-Yves, il a multiplié les familles. Je vais vous donner, je ne vais pas vous raconter sa vie avant l'âge de 20 ans, ça suffirait à remplir une heure en résumant. Mais c'est vraiment, je pensais tout à l'heure à la notion de réseau social. Il avait inventé les réseaux sociaux bien avant l'Internet. Et des réseaux qui s'entrecroisaient, voilà, il y avait des espaces communs, et puis parfois ça, voilà, il cloisonnait un peu, comme le disait Marion tout à l'heure. Bien sûr, on n'était que deux, une petite fratrie. Mais on s'était inventé d'autres fratries. Nous avions une dame, on l'appellerait une nounou, nous on l'appelait notre mémé, qui aidait nos parents à nous élever. Une dame bien simple de la campagne, très aimante. Elle n'avait pas fait d'études, hein. Elle avait arrêté avant le certificat d'études, elle avait eu, avant d'entrer dans notre famille, une vie difficile. Et cette dame, elle avait des enfants, elle avait des petits-enfants. Et ces petits-enfants, et notamment une fratrie de 8, c'était devenu nos frères et sœurs. Et encore maintenant, quand je leur ai appris que Pierre-Yves avait disparu, tous me disent c'est notre frère, c'est notre petit frère qui est parti. Je me souviens d'une autre de ces familles. Quand il était adolescent, ou préadolescent, et mes parents l'avaient inscrit, enfin il s'était inscrit, à un groupe qui s'appelle la Manécanterie des petits chanteurs de la Vierge Noire. C'était une sorte d'organisation de scoutisme religieux. Et c'est là qu'il a appris la musique, il a appris à chanter. Enfin, parallèlement, il apprenait le piano avec deux vieilles demoiselles, les demoiselles Brunel. Là aussi, ils nous ont marqués. Après les petits chanteurs, c'était le Green Peak Star. Ah, ça, c'était le groupe de musique adolescente de Pierre-Yves. Je n'ai pas retrouvé les enregistrements, je pense, ils sont ici, chez Violette, je suppose. J'espère, en tout cas, je ne les ai pas retrouvés. Alors, quand il était petit, il avait aussi des frayeurs, des phobies, des gens qui avaient peur d'aller voir. Il avait justement la tante, celle qu'on appelait la tante Marguerite, la sœur aînée de notre nounou. Chaque fois qu'on allait voir tante Marguerite, c'était à 6 ans. Même notre grand-mère paternelle, il avait peur d'aller la voir. Il avait 21 ans quand moi j'ai quitté la France, où j'ai passé l'essentiel de ma vie professionnelle jusqu'à 4 ou 5 ans. Donc on se voyait moins, évidemment, même si je revenais en France de temps en temps, régulièrement, on était régulièrement en contact, mais enfin, c'était différent. Donc il me racontait, il me parlait de vous, des uns, des autres. Il me parlait de ses projets, des projets dans lesquels il était investi, comme Simple Caillou
ou comme chef d'orchestre. C'était important. Il me parlait des individus qu'il rencontrait. C'était fondamental pour lui, les individus. Hein, quand il avait des collègues, des collaborateurs, des chefs, quand il avait des stagiaires, des étudiants, mais ce n'étaient pas des numéros. Enfin, vous êtes quelques-uns dans cette salle à le savoir. C'était quand il avait devant lui un groupe, il voyait des individus. C'était vraiment quelque chose d'extraordinaire en lui. Et ce n'était pas pour simplement les voir, c'était souvent pour faire quelque chose, pour les accompagner, pour les aider. Parfois avec dureté, c'est-à-dire, bah non, ça je ne le ferai pas, tu ne le feras pas avec moi. C'était pas quelqu'un qui était doux pour tout. Hein. Quand il avait quelque chose à dire, il le disait. Alors, dernier point que je vais dire, mais j'aurai encore des choses à vous dire ce soir. Pierre est mort devant un objectif. Hein, en quelque sorte, c'est ça. Il a fait une partie de sa carrière télévision. Et bien, figurez-vous, quand il était enfant, il a quand même commencé une carrière d'acteur. Et oui, nos parents, pendant des années, ils tournaient chaque été un petit film scénarisé en 8 mm, c'était même pas encore une Super 8. Et donc, au début, il était tout petit, hein, on a commencé, il avait 1 an, mais petit à petit, il s'était pris le goût du jeu, et donc il faisait l'acteur, et puis il s'intéressait à tout le travail d'avant, le scénario préparé maman, le montage qui était fait surtout par papa, le tournage qui était fait par tout le monde. Donc, voilà, il n'a pas fait carrière dans le cinéma, mais fait carrière radio, télévision, journalisme. Il y avait quelque chose. Bon, j'ai pas pu apporter les films ou même les cassettes qui en ont été tirées parce qu'on n'avait pas eu le temps encore de faire la version numérique. Ça faisait partie de ces projets qu'on avait, Pierre-Yves et moi, maintenant qu'on était à la retraite. Pas une retraite active pour lui comme pour moi, mais voilà, ça faisait partie des choses qu'on voulait faire. Je vais commencer par ce qu'a écrit mon fils aîné Olivier. Alors, facétieux, mon fils, il a appelé ça une chronique minuscule. Chronique minuscule, mais néanmoins brestoise. Je me souviens, septembre 2002, je viens d'intégrer Télécom Bretagne, tandis que ma fille va bientôt avoir 2 ans. Je réfléchis à vivre avec des allers-retours incessants entre Neuilly et la pointe bretonne. Et là, cher Pierre-Yves, tu débarques. Tu me secoues un peu. Tu ne vas pas faire ça quand même. Tu loues un Kangoo, tu m'aides à remplir un rabord, et une fois sur place, tu me fais découvrir des choses que je connais maintenant par cœur. C'est toi qui me présentes la pointe Saint-Mathieu, le fort de Berthaud. C'est à l'image de notre relation. Vraiment pas assez souvent. Mais du coup, des échanges marquants, importants pour ma vie, et régulièrement suivis des faits concrets. Tu as été le premier à me dire, avec ce rire étouffé, cette irrévérence qui te caractérisait, mais si tu t'emmerdes dans ton boulot, plaque-le. Tu t'éclates à militer pour le vélo. Eh ben alors, trouve le moyen d'en vivre. Enfin, tu as eu un rôle important pour mes enfants, notamment pour Stéphane qui a eu 17 ans, qui est bouleversé par ta disparition. Pour lui aussi, tu étais un interlocuteur rare. Sur certaines choses, c'est seulement à toi qui se confiait, pas à nous. Comme tout le monde, j'appréciais tes écrits, tes chroniques. Frère, jusqu'au bout, tu emmènes avec toi la suite de la dernière sur Taubira. Des hommages. Vraiment, j'étais impatient de découvrir pour quelle connerie tu imaginerais que j'allais être limogé. Voilà, ça c'était mon fils aîné. Les autres, ça va être plus court, excusez-moi. Mon fils cadet. Cher Pierre-Yves, je suis quand même fâché contre toi. Il n'y a pas longtemps, tu m'avais promis qu'on allait se voir. Chaque fois que je venais en France, tu me disais, bon, lors de ton prochain passage. Ah, maintenant, le prochain passage, c'est trop tard. Tu m'as beaucoup apporté. Tu m'as donné le goût de l'actualité internationale, ce qui m'a conduit à faire Sciences Po. Tu m'as fait découvrir de nombreuses saveurs. Le gingembre notamment, dont je raffole à présent. Je pouvais toujours me confier à toi pour mes histoires d'amour. Un paradoxe donc que ce soit ton cœur qui t'est caché.
qui était lâché. Je me souviens qu'à 16 ans, je me trouvais trop moche pour pouvoir séduire qui que ce soit. J'étais convaincu que je resterais jamais célibataire. Mais non, tu verras, m'avait-il rétorqué. 6 mois plus tard, je connaissais pour la première fois le plaisir des baisers amoureux. Tu as toujours été plaisantin. Avec cette blague que tu nous as faite samedi dernier, vraiment, tu nous as tous pris au dépourvu. Nous quitter comme ça, abruptement, sans dire au revoir. Alors, bon, j'en ajoute une de blague qui me fait marrer. Toi, tu avais 37 ans. 37 ans, seulement avais-je demandé? Bah, tu ne les fais pas. Bah, et toi, t'as quel âge? 8 ans. Et toi non plus, tu ne les fais pas. Je t'en donnerai pas plus de 5. Ça fait bien. Je termine par ma fille qui a eu 25 ans, la semaine dernière. Mon cher oncle. Qu'il est dur de rédiger ces quelques mots, quand la situation me paraît encore irréelle. J'aurais pas donné pour que la nouvelle de samedi soir ne soit qu'une de tes énièmes blagues. Mais la douleur vive que je ressens me fait comprendre que ce n'est pas le cas cette fois-ci. Parmi tant de souvenirs qui se bousculent, je me souviens des aventures africaines que tu partageais avec nous lors de tes retours de voyage. Je me souviens aussi avec précision des sagesses et malices de Mbolo le Lièvre, un recueil de contes d'Afrique que j'ai relu avec curiosité il n'y a pas plus longtemps que cet été. Des aventures qui n'ont pas fait qu'en raconter. Tu m'en as fait vivre. Ah, je me souviens très bien du jour où tu m'as laissé m'asseoir à l'avant de ta voiture. Une première pour moi d'être placé à côté du conducteur. Ou encore, quand tu m'as emmené au restaurant alors que je n'y avais jamais été sans mes parents. Quelle joie, quelle aventure. Parmi tant d'autres de tes qualités, j'ai toujours été en admiration de ta poésie, de tes choix de mots judicieux. Pour finir, je me permets de citer les vœux d'anniversaire que tu m'as envoyés pour mes 25 ans, il y a quelques jours. Je te souhaite un très joyeux anniversaire, et si possible, un agréable confinement. Pour ma part, il se déroule plutôt tranquillement, sous un soleil d'automne bienvenu. Il n'empêche que le moral n'est pas tous les jours au rendez-vous, car je suis un peu perdu, comme des millions de gens. Alors, quitte à me perdre vraiment, je regarde les étoiles, et je me dis que nous sommes peu de choses, mais que nous sommes des aimables poussières dans un cosmos aussi beau qu'immense et mystérieux. Ça console un peu. Et il y avait une très belle photo du ciel. Excusez-moi d'avoir été un peu long. Samedi 28 novembre, fin d'après-midi tombée de la nuit. Les décorations de Noël scintillent sur Nancy et le bon Stanislas tout en rouge dans sa bulle de verre nous regarde. Un vin chaud, une gaufre lorraine, avec ma sœur bien-aimée sur la plus belle place d'Europe. Ça sent bon un début heureux de déconfinement. Et bientôt, après cette saloperie de Covid, le bonheur de se retrouver. Mais toi, Pierre-Yves, à quelques 600 kilomètres de là, tu t'en vas brutalement. Je ne te verrai plus jamais. Plus jamais ta voix enveloppante. Plus jamais ton œil tendre et malicieux. Plus jamais ton sourire illuminant ta barbe poivre et sel à la Jacques Weber. Plus jamais nos échanges nourris sur la vie, le monde, les hommes, les femmes, la musique et plus récemment sur Édouard Hopper. Plus jamais nos déambulations, bras dessus, à Paris, en Corse, en Bretagne, à Strasbourg, à Nancy, à Lille. Plus jamais ta sensibilité, ta soif de vérité, ton humanité, ton éthique et ta générosité. Plus jamais ta sobriété intelligente. Nos connivences perdues à jamais. Depuis presque 40 ans dure notre amitié, plus forte que l'amour. C'est Gilda qui nous a fait nous retrouver pour ne plus nous quitter. Ah, ce groupe d'intervention pour la libération définitive de l'audiovisuel nous aura unis à jamais. Quel sacré rôle il aura joué dans nos histoires. Alain, Daniel, Patrick, Eric parmi nous, et aussi pas là, mais si proches en pensée, Irène et ses belles photos, Bruno, Pascal, Carole, Stéphane, Marie-Catherine, Luc et les autres le savent bien.
lors de notre longue dernière conversation de confiné, où je déplorais l'éloignement et l'isolement, ce climat de rudesse et de tension, tu me conseillais d'écrire et moi de répondre que je n'écrivais que des haïkus. Quelques jours plus tard, je découvrais avec plaisir les 3 premiers épisodes de La Tentation de Christine Taubira, si drôlatique et régalant. On attendait le 4e avec impatience. Tu es parti, Pierre-Yves, mon ami pour la vie, et maintenant infini. Tu as quitté cette nature lumineuse et tranquille qui t'émerveillait, loin de Paris que tu trouvais à présent effrayante. Dans une recherche d'intériorité et de méditation que tu espérais contagieuse, vers une sérénité heureuse et mélancolique à la fois, aux côtés de Violette. Tu es parti, Pierre-Yves, et je ne peux pas ne pas penser à Ghislaine. Cette sérénade de Schubert qu'on vient d'écouter, tu l'écoutais en boucle ces derniers temps. Elle s'intitule « Le chant du cygne », la bien-nommée, tout en douceur et grâce, violoncelle et piano, magnifique. Adieu, Pierre-Yves, Lily, ta amie pour toujours. Alors l'Afrique, fil rouge de Pierre-Yves. Eric, est-ce que tu peux venir et puis je vais te laisser introduire le montage que tu viens de faire pour moi. En fait, c'est un puzzle, je connais 3 éléments. Le premier, c'est Judas, on a vécu ensemble. Et c'est lui qui m'a accompagné à ce moment-là. Et je pensais pas le revoir ici, dans la Drôme, qui est mon pays de cœur aussi. J'ai vécu un peu ici depuis les années Judas d'ailleurs. Je venais très souvent. C'est un pays qui nous unissait. Et puis il y en a un autre qui m'a fait découvrir qu'il y avait un continent au sud de Marrakech. C'est grâce à lui si je suis allé pour la première fois au Burkina, il m'a profilé le flambeau. C'est une ville que vous ne connaissez pas, je pense, la plupart d'entre vous ici. C'est une ville qui l'a beaucoup marqué, comme moi. Il m'a accompagné les premières années et les dernières. On peut regarder.
vais essayer de clore l'histoire Gilda, puisque j'ai connu Pierre-Yves à Gilda, comme l'a dit Marie-Jo. Il était le rédacteur en chef, il était le garant du sérieux de Gilda, de la parole. Moi, j'étais le saltimbanque, j'organisais des concerts, des fêtes. On était dans deux mondes un peu différents, mais tous unis dans ce travail de radio. Et puis quand Gilda s'est tue, quand elle a été frappée d'aphasie, on s'est séparés tous, on s'est perdu de vue. Avec Pierre-Yves, ça a duré longtemps, ça a duré au moins 10 ans, 15 ans. Et puis un jour, le hasard, à Bois-le-Roi, à côté, Fontaine-le-Port, nez à nez, on se retrouve dans une brocante. Avec plaisir, un café, et puis une fête à Bois-le-Roi, dans la maison de ses parents. Et puis a commencé à se tisser un petit fil, quelque chose d'indicible, qu'on n'avait pas à l'époque de Gilda. Mais ça s'est créé, il y avait cette histoire commune qui servait de substrat. Et puis l'apéro, le repas, et bien sûr l'Afrique. On décide d'aller voir un ancien camarade de Gilda, Madjan, à Yaoundé, et on part ensemble en vacances à Yaoundé. Et puis la terrible histoire de Ghislaine, j'essaie de l'aider sur les petites choses qu'il me demande. Et puis son désir de Drôme. Son désir de Drôme, il le partageait souvent, ses recherches de maison, une espèce de quête qu'il a eue toute sa vie, de chercher une maison. Et puis ça me foirait à chaque fois. Une fois, il me dit, ça y est, je l'ai, j'ai celle que je veux. Il faut que lundi, j'appelle. Et puis lundi, il n'a pas le temps d'appeler. Il appelle mardi, mais lundi, elle a été vendue. C'était raté. Et puis un jour, il me dit, je suis dans la Drôme. Alors, j'étais content. Et puis il m'a fait découvrir la Drôme, il m'a fait découvrir sa Drôme. Il était installé avec Violette et avec Louda. Et il était apaisé. Il avait trouvé, après ces longs chemins sur le monde, il avait trouvé l'endroit. Et il me l'a fait découvrir de façon très simple. On allait au marché. Alors c'était long, hein, parce qu'il fallait discuter avec tout le monde. Et puis tout le monde le connaissait. Puis il fallait choisir les bons produits qu'on les gardait de côté. Puis on allait se promener dans la montagne, à Saint-Pons, à Hérol. Et puis après on allait se mettre dans des bains chauds à Villeperdry. Passer des après-midi dans des spas, à poil. On était bien. Rien se dire d'ailleurs, de bien. Sous un chapeau de paille, avec des lunettes, et puis on regardait le soleil décliner derrière la montagne. Puis on allait faire le tour des caves aussi, parce que c'était important de ne pas revenir le soir à la maison avec une bouteille de badois. Non, c'était pas possible. C'était plutôt du vin sobre, un oxymore. Et puis ainsi de suite, comme ça, il m'a fait découvrir sa Drôme à petites touches. Évidemment, je l'ai poussé à faire du vélo, évidemment. J'étais presque sur le point de lui faire acheter un vélo électrique, mais on a quand même fait on a fait une belle virée en vélo. Il était content. Et puis on avait des projets. Il voulait absolument que j'organise une balade dans les Alpilles, parce qu'il voulait que Bernard, ses amis qui avaient des moments difficiles, de fin de carrière, etc., puissent se retrouver dans la joie simple de marcher. Et cette balade-là, j'avais commencé à la préparer, et je la ferai pas avec lui. Voilà, aujourd'hui j'ai perdu un ami, mais j'ai perdu mon ami des choses simples. Pierre-Yves est mon meilleur ami. Il est certainement le meilleur ami de plusieurs d'entre nous, ici, et de ceux qui n'ont pas pu être là aujourd'hui. Il a une sorte de discrétion à la fois délicate et tout à fait exaspérante, une façon de se confier à demi-mot, dans un souffle coupé, une manière de nous connaître aussi bien, même lorsqu'il nous comprend de travers. Il a cette façon de nous trouver merveilleux, de voir un potentiel, de pressentir une énergie créative qu'il veut se voir
qu'il veut voir se révéler, qu'il pousse dans ses retranchements. Nous sommes uniques dans le regard de Pierre-Yves. Pierre-Yves nous accueille d'un vin parfait et d'un risotto au morilles, le plat qu'il me fit 3 Noëls de suite parce que c'était bon, parce qu'il avait la main, parce qu'il avait oublié le Noël précédent. Pierre-Yves nous accueille d'un velouté de coquille marron, de 10 veloutés différents, tous aussi délicieux les uns que les autres, parce qu'il y met toute la douceur de sa générosité pour échauffer des frimas de l'hiver et de la rudesse du monde. Nous sommes nombreux dans le regard de Pierre-Yves. Pierre-Yves peut offrir des cadeaux qui ressemblent à l'amitié qu'il nous porte. Il y a quelques années, il m'offrit 5 petits cadeaux pour mon anniversaire qui chacun disait quelque chose de moi, qu'il voyait. C'est cette attention amicale, joueuse et complice qui fut mon plus beau cadeau. Surtout ne jamais rester très longtemps sans se donner des nouvelles, parce que l'on se manque, que l'on a des choses à se dire, des rires par-dessus la distance et des silences à partager. Dans nos échanges, respire aussi l'amitié qu'il vous porte, son souci, son enthousiasme. Pierre-Yves, c'est l'amour, c'est un amour immense contenu dans un seul homme. Seulement un homme. Nous sommes uniques et nous sommes nombreux dans le regard de Pierre-Yves. J'ai envie d'évoquer la dernière fois où nous nous sommes vus sous le bout. 3 heures passées au bord du torrent et plus de 20 minutes immergées dans un petit 10 degrés pour parler des imprécisions de nos vies et des inquiétudes quant à l'avenir du monde. Vivons au jour le jour, ai-je dit à Pierre-Yves pour répondre à ces questions, comment faire avec le souci de la vie. Et après nous le déluge, ai-je ajouté, faisant référence au titre d'un film réalisé par une grande amie commune. Après nous le déluge, ai-je ajouté pour le dérider. Sauf qu'à l'instant, c'est moi, c'est nous qui le ressentons, ce déluge, et je n'avais pas prévu ça. Je ne parlerai pas ici de sa mélancolie en bandoulière, de son besoin de passion, de son immense solitude, de sa douceur, de son attention, de son amitié indéfectible, de son cœur immense, du nombre de personnes pour lesquelles son réconfort était une nécessité, de sa passion pour la radio, des femmes de sa vie, de la recherche incessante de la maison refuge, nous en avions visité tant ensemble. Le rire soutient habituellement ma vie, le cale. À cette heure, je ne parviens pas à écrire quelque chose de drôle. C'est bien dommage, parce qu'il aurait adoré ça. Pour Pierre-Yves, je suis ma amie. Tu es dans mon cœur, Pierre-Yves. Je t'aime, ta amie. J'espère pouvoir aller jusqu'au bout du message quand l'émotion va être grande. Ma voix va être plurielle. Au nom de toutes celles et tous ceux qui n'ont pas pu être présents aujourd'hui, mais qui le sont via leur cœur et leurs pensées. À toi qui nous quittes, entouré par le mystère et le mystérieux silence de la mort, nous voudrions t'adresser ce message. Cet ultime message, devrais-je rajouter. Merci pour toute ta vie qui a marqué la nôtre. Merci pour ce que tu nous as apporté de beau et de grand. Merci pour tous tes gestes offerts et tes paroles données. Merci pour ton indéfectible amitié et ton amour, à jamais tatoué dans nos cœurs. Merci pour la lumière de ton visage et tes silences apaisants. Merci pour tout ce que nous avons pu lire au fond de ton cœur. Merci pour les chemins parcourus ensemble, parfois rudes et fatigants, mais que nous avons eu le bonheur de vivre à tes côtés. Merci pour ton travail, ta patience et ton courage. Merci pour tes rires, ta tendresse et ton courage. Merci pour tes rires aussi, ta tendresse et tes larmes. Merci pour tes hésitations et tes peurs, pour tes doutes et tes erreurs, car c'est cela aussi qui fait partie d'une vie. Ta place est irrémédiablement vide et ton absence fait terriblement mal. Tu nous manques aujourd'hui et tu nous manqueras encore plus demain, car comme un mur, la mort nous sépare de toi. Cependant, comme le souffle du vent qui balaie les obstacles, notre amitié, notre affection et notre espérance s'en iront te rejoindre là où désormais tu nous attends.
il restera de toi tout ce que tu nous as donné et tout ce que tu as édifié tout au long de ta vie. Repose en paix, mon bel ami. Tu m'excuseras, il faut que je m'accorde un peu. Si je lui demanderais à mon avis, il aurait sûrement un souvenir de moi que je n'ai pas, parce que aussi loin que je remonte, j'étais trop petit pour m'en souvenir. Il fait trop chaud ici, trop nombreux. Ça a trop bougé. Birds flying high, you know how I feel. Sun in the sky, you know how I feel. And this drifts down by, don't you know how I feel? It's a new dawn, it's a new day, it's a new life for me. But I'm feeling new. Fish in the sea, you know how I feel. River running free, you know how I feel. Blossom on the tree, let me know how I feel. It's a new dawn, it's a new day, it's a new life for me. But I'm feeling new. Dragonfly out in the sun, you know what I mean, don't you know? Butterflies all having fun, that's what I mean. Rest in peace when the day is done. Because it's a new dawn, it's a new day, it's a new life for me. But I'm feeling good. Stars when you shine, you know how I feel. Sand on the pine, you know how I feel. Freedom is yours now, and you know how we feel. As it's a new dawn, it's a new day, it's a new life for me. I'm feeling new. I'm feeling new. It's a new dawn, it's a new day, it's a new life for me. And I'm feeling good. Ce sont deux petits textes très courts
y en a un qui m'a été donné. J'ai ouvert le recueil Le Nu perdu, et ce texte-là est arrivé. Et le deuxième, il représente pour moi vraiment Pierre-Yves. On ne contourne pas, on passe. On doit passer. On touche au terme. L'étendue du futur dont le cœur s'entourait s'est repliée. Donne toujours plus que tu ne peux reprendre et oublie. Telle est la voie sacrée. Je vais lire parce que ça va être un peu difficile pour moi de tenir l'émotion, et j'avoue que j'ai fait un texte plus personnel, même si je représente toute cette famille et tous ceux qui étaient présents auprès de toi, Pierre-Yves, quand tu nous as lâchés. Pierre-Yves, mon ami, mon plus vieil ami, nous sommes là autour de toi, incapables de réaliser et d'accepter ton brutal départ sous nos yeux impuissants. Tu aimais, lors de tes voyages africains, nous adresser des brèves, des minuscules, des anecdotes sur tes rencontres improbables. En voici quelques-unes qui ont émaillé notre longue amitié. D'abord, notre voyage initiatique de marcheurs dans les Cévennes avec le groupe des 56. Tous ces potes nés la même année pour une randonnée mémorable à parler écologie et fromage de chèvre. Nous avions 20 ans et nous déconnions au milieu des pommiers en fleurs. Tu filmais. Et je t'ai souvent reproché d'avoir perdu la pellicule parce que nous ne l'avons jamais revue. Nous marchions en refaisant le monde, le long des chemins, et puis un soir, après une journée de marche un peu paresseuse, on a dû planter les tentes sur le chemin pendant l'ascension du mont Iguane. Et au petit matin, nous sommes réveillés dans la féerie d'un village enneigé, en pleine surprise, au printemps. Parce que tu aimais la nature, Pierre-Yves, et ça, c'est ce qui te caractérisait le plus. Autre moment d'amitié précieuse, c'était lors d'une balade en forêt de Saint-Amand. Nous étions allongés, Gigi, Eric, toi et moi, dans les hautes herbes d'une clairière, et puis soudain, un instant magique, nous avons vu surgir un cerf et puis une harde d'une vingtaine de biches et de faons qui s'est lancé majestueusement devant nous. La nature comme tu l'aimais. Il y a aussi les périodes plus tragiques. Le triste privilège des amis médecins, c'est d'accéder aux hôpitaux et aux réanimations. J'ai cette vision de toi, à peine 30 ans, sortant du bloc après de nombreuses complications, et ton sentiment alors d'être un survivant, dont la vie ne pourrait désormais s'inscrire qu'au présent, au jour le jour. Ton caractère combatif, militant, tenace, jouisseur, mais aussi tendre et mélancolique. Notre amitié, elle a vécu des éclipses, entre parties de cartes homériques, mais aussi coups de sang, coups de gueule politique, engueulades, et surtout retrouvailles. Ma chère vieille amie, disais-tu d'une voix enjôleuse et affectueuse. Parce que ton côté solaire, il ne pouvait pas totalement cacher aussi ce côté sombre, contemplatif et tourmenté que tu avais, qui te minait dans tes combats et dans ceux que nous partagions, tous, encore samedi soir. Donc je te quitte, Pierre-Yves, en essayant de revivre ces nuits du mois d'août à Groix, lors des Néréides, où nous admirions le firmament et sa pluie d'étoiles filantes, que tu allais retrouver, toi, qui étais un amoureux des étoiles. Merci, tous nos amis, le fameux groupe des 56, tous les vieux potes, tous ceux de l'association. On est tous là à penser à toi, Pierre-Yves. On sait que notre combat est difficile, mais comme dit Laurence, tu nous obliges et on ne va pas lâcher. On ne lâchera rien, comme le dernier texte que tu as écrit pour nous tous. Mais on a été là les 4 dernières années. Enfin,
les 4 seules années qu'on a eu la chance de partager avec lui. Et en 4 ans, c'était déjà formidable. On était en plus très contents parce que pour notre Violette, c'était devenu vraiment un rock. C'était quelqu'un de formidable. Il nous a aussi aidés. Notre seul regret, il aurait dû faire une cure détox. Mais voilà. On n'aura pas eu le temps de la faire avec lui. Mais bon, il insistait tellement sur le côté saveur aussi, que de toute façon, il nous a quand même un petit peu guidés dans ce que nous faisons maintenant. Et c'est aussi grâce à lui. Et c'est sûr que pour nous, c'est un vide énorme. Et que voilà, on a vraiment vécu des choses fortes avec lui. Et y compris le premier repas, juste suite au confinement, quand on vous a appelé le décès de Guy Bedos. C'était terrible. Voilà, triste année. Merci. Merci. Des témoignages qui viennent d'Afrique, qui viennent de jeunes professionnels que Pierre-Yves a contribué à former avec certains d'entre vous. Donc, si la technique ne nous trahit pas. Pierre-Yves, d'émetteur de messages, tu es devenu récepteur. Tu étais journaliste, tu es aujourd'hui auditeur. Mon ami, mon conseiller, mon mentor, à l'annonce de ton décès, j'ai senti toute la France se dépeupler. Tu sais, quand nous sommes rencontrés en février 2015 au Burkina Faso dans le cadre des formations de CFI, j'avais la passion du journalisme. Tu m'as donné la passion de la formation en journalisme. Je faisais des formations en journalisme radio. Tu m'en as donné la méthode et les outils. C'est pourquoi 1001 choses ont traversé mon esprit à l'annonce de ton décès samedi soir. J'ai pensé à Ghislaine Dupont et Claude Verlon pour qui tu te battais. Tes anecdotes sur ton interview avec le président Thomas Sankara. Tes illustrations sur la question fermée posée au président François Mitterrand en début d'interview à la veille de la présidentielle de 1988 en France. Tes astuces sur l'homo politicus me sont revenues. Sur le champ, j'ai senti la France se dépeupler. Je ne me suis remis qu'après avoir acquis une nouvelle fois l'assurance que je bénéficie encore des amitiés sympathiques de tes collègues et amis Salomé, Bernard, Jean-Marie, Sophie, Emmanuel, Éric, Régine, Brieuc et j'en oublie sous le poids de l'émotion. Avec eux, je te sens plus que jamais vivant. Puisse Dieu, l'Éternel, les garder pour des générations et faire en sorte que tu reposes en paix. Qu'il soit là toujours pour ta famille, pour tes proches et pour tous les journalistes qui se réclament, nombreux en France, au Mali, au Niger, en Guinée, au Cameroun, en Centrafrique, au Burkina, au Bénin, en Haïti, de ton héritage professionnel. Pierre-Yves, mon ami, mon conseiller, mon mentor, sois toujours en paix. Ton assistant Soumaïla Rabo, à Ouagadougou. Pierre-Yves, un collègue devenu très rapidement un ami puis un frère. Malgré nos différences de caractère, il nous était très facile de nous entendre car on avait en commun le goût du travail bien fait et surtout l'envie d'aider les autres à progresser et à devenir de meilleures versions d'eux-mêmes. Lorsque nos missions se croisaient dans différents pays, ce qui était très fréquent, nos longues causeries nocturnes nous permettaient de refaire le monde sur fond de rêves, de logique entrecoupée, de plaisanteries et d'éclats de fou rire. Tout cela va me manquer. Et comment, arrivé à Ouaga, vais-je désormais pouvoir prendre mon poulet à l'ail au stade municipal Porte 6 sans avoir une pensée émue pour toi, Pierre-Yves. Va et repose en paix, camarade. Ah, Pierre-Yves, c'est le souvenir de cette formidable aventure que nous avons vécue ensemble avec le projet Face aux médias et particulièrement avec la synergie Face aux médias FM, où il a été un peu la cheville ouvrière de la formation des reporters de la rédaction centrale. Alors là, j'ai respecté le professionnalisme et le sérieux, l'engagement de l'homme. Pierre-Yves, c'est quelqu'un qui apparaît timide à première vue, mais qui a des ressources humaines sans limite. Voilà, donc franchement, j'étais très heureux pour lui et quand il s'est retiré dans le sud, dans un environnement qui semblait lui donner beaucoup de plaisir et beaucoup de joie, disant que voilà quelqu'un qui, en tout cas, qui jouirait enfin donc de ce repos, de cette paix dont il a vraiment besoin parce qu'il a tout donné. Mais bon, malheureusement, la vie, autrement le sort, on décidera autrement. Mais je sais, il est en bonne place, donc auprès de ceux qui sont dans l'Olympe des dieux. Et repose en paix, cher ami, repose en paix, grand homme au cœur d'or, repose en paix, mon formateur émérite, repose en paix,
Pierre-Yves. J'ai eu la chance de rencontrer Pierre-Yves lorsqu'il était expert pour CFI. Engagé évidemment, mais aussi curieux et gourmand de tout, fine-gueule, généreux, taquin, sensible, espiègle, d'une érudition folle, et toujours ce regard unique sur le monde, mi-inquiet, mi-amusé, qui rendait toutes les conversations passionnantes, des plus triviales aux plus profondes. On avait parlé un jour de Françoise Héritier, et de 2 livres en particulier, Le sel de la vie et Le goût des mots, 2 titres qui résonnent tout particulièrement aujourd'hui et qui lui vont si bien. Bon voyage Pierre-Yves, on t'oublie pas. Je suis Ramatou Bawa Ngobi, coordinatrice du Centre Solidarité Initiative pour le Développement, CECID. J'ai connu Pierre-Yves en novembre 2016. Il était arrivé au Bénin, à Cotonou, dans le cadre du lancement du projet Dialogue Citoyen Bénin. Un projet qui était à sa première phase et qui aujourd'hui nous sommes en train de travailler à écrire la 3e phase. Nous avons travaillé avec une grande aisance avec Pierre-Yves. Il allait de temps en temps vers les participants pour s'enquérir de leurs impressions et savoir comment ils trouvent le projet, comment s'ils étaient bien traités au cours de l'atelier. Il cherchait toujours à avoir leur retour. Et lors de mes échanges avec Pierre-Yves, il m'a beaucoup encouragé à travailler. Et ce que je retiens de Pierre-Yves, c'est qu'il est un homme bon. Hein. Il est bon, facile à aborder et prêt à servir son prochain. Je suis sûre que s'il existe une vie dans l'au-delà, Pierre-Yves s'est déjà intégré et qu'il vit aisément. Alors, repose-toi en paix, Pierre-Yves, et tu nous manques beaucoup. Va en paix. Pierre-Yves, j'apprends la nouvelle de ton départ ici en Centrafrique, en travaillant avec des radios communautaires, tout un symbole de l'énergie que tu consacrais à ces stations. Et j'ai en mémoire encore toute ta passion au Burkina Faso, quand on était dans les élections et les coachings. J'espère que tu es en paix là où tu es, et merci pour tout. Pierre-Yves, qu'est-ce que je peux encore te dire? Tu as été pour moi un maître. Tu as été pour moi un enseignant, un coach, un encadreur. Tu as semé à moi la graine du formateur. Tu aimais ton travail. Tu le faisais sans te fatiguer. Merci pour tout ce que tu as fait de moi. Pierre-Yves, à jamais, je ne t'oublierai. Ce que j'aimais en lui, c'était son humanité, que le journaliste professionnel n'affichait pas forcément au premier abord, mais qui apparaissait assez vite quand on le connaissait. J'aimais son engagement total, sa fidélité absolue aux êtres aimés. Et du coup, la présence constante et très attentionnée qu'il a donnée à Marie-Solange, la maman de Ghislaine Dupont, après l'assassinat de notre collègue. C'est pour elle qu'il a voulu aussi créer cette association des amis de Ghislaine Dupont et Claude Verlon, dont il était le secrétaire général et le porte-parole, parce qu'il voulait créer une sorte de deuxième famille autour d'elle, pour qu'elle ne soit pas seule face à cette douleur. Et je pense qu'il a joué un rôle très important pour Ghislaine aussi, pour la vérité sur ce qui s'est passé. Et je crois que nous lui devons, pour le moins, de poursuivre le chemin qu'il a tracé. Pierre-Yves est un formateur que j'ai connu en novembre 2016. C'était au cours de l'atelier de lancement du projet Dialogue Citoyen Bénin. 2 choses m'ont marqué de ce formateur. D'abord, dans un premier temps, sa présence et sa bienveillance. Tu m'as offert un livre pour que je comprenne qu'il fallait que je sorte de l'enfer et que c'est toi qui m'as sorti. Je t'aime. Moi, si j'ai quelque chose à me souvenir, ce sera à quel point tu pouvais me faire rigoler quand j'étais petit, mais à en avoir mal au ventre. Et il y a un mot qu'on a inventé et qui je transmettrai à mes enfants, c'est le cacaboudin de vache. Parce que ça, je ne m'oublierai pas. Et je te remercie pour cette belle tranche de décor. Pierre-Yves, je me souviens de l'été 73. Tu es venu chanter dans mon village. On avait 17 ans. Pierre-Yves,
Je me souviens de toutes les fois où de nombreuses discussions à table, en fin de repas, qui pouvaient durer des heures. Repose. Quelquefois, ma crapule couchisse, je me souviens de tous les bonheurs que tu m'as donnés. Pierre-Yves, je me souviens des tragédies minuscules parce que je pourrais donner des tas d'anecdotes de Gilda, mais ce qui me vient vraiment, c'est ça, c'est les tragédies minuscules, c'est bien le nom. J'avais adoré. Moi, je me souviens d'un épisode qu'on n'a pas évoqué dans cette soirée. C'est l'arrivée de Pierre-Yves à Europe 2. Il y a quand même passé une dizaine d'années. Ça a été quand même un moment fort et important pour lui. Et quand il est arrivé, il a été instantanément nommé directeur de la rédaction d'Europe 2. C'était quand même quelque chose d'assez extraordinaire parce qu'il s'est retrouvé instantanément confronté dans cette maison pour qui l'information est quand même quelque chose en tout cas était à l'époque quelque chose d'extrêmement important. Et il s'est retrouvé confronté à titre égal à Carrérou, Levaille, El Kabash, eux tous qui avaient en fait une seule envie, une seule intention, c'était que la rédaction d'Europe 2 de la phagocyter et de la faire rentrer sous leur autorité. C'était un peu pour eux presque humiliant qu'il y ait une structure indépendante qui se constitue. Et c'est quand même ce qu'a réussi à faire Pierre-Yves contre toute attente, et en tout cas contre toutes les attentes de ces messieurs honorables. Il a constitué une vraie équipe de gens qu'il a formés, qui ont trouvé leur autonomie et leur indépendance, et qui, pour nombre d'entre eux, je ne vais pas citer les noms, mais qui, nombre d'entre eux, aujourd'hui, ont une importance considérable dans le monde de la radio. Parce que c'est vrai que, pour moi, Pierre-Yves est indissociable du monde de la radio, indissociable du journalisme, et indissociable de la notion d'éthique qu'il a constamment défendue, pas sur un terrain moral, pas sur un terrain idéologique, mais avec, j'allais dire pratiquement par nature et par sa nature, par sa personnalité, par sa capacité d'ouverture, d'écoute des autres, de bienveillance, d'empathie qu'il pouvait avoir et qui lui permettait d'ajuster et de créer une relation d'une justesse absolument extraordinaire avec tous les gens qui étaient autour de lui. Pierre-Yves, je me souviens de votre combat contre l'impunité, pour que la vérité voie le jour, contre les silences, contre les mensonges, contre l'hypocrisie, contre les politiques qui sont prêts à bafouer les besoins des familles, les besoins des amis. Je me souviens de votre combat. Merci. Pierre-Yves, j'ai 1000 souvenirs. Mais j'en ai un. C'est un dimanche à Conakry. Nous allons être pris en otage par les bérets rouges. Nous avons été passer une après-midi dans les îles et au retour, les bérets rouges interceptent la pirogue, pointent des kalachnikovs face à nous. Et à ce moment-là, je suis une femme qui tremble. Ta main va se poser sur ma nuque. Tu vas me demander de te regarder et je ne vais plus trembler. Ce sera une prise d'otage sans conséquence, mais ce jour-là, à tes côtés, j'ai eu confiance et je n'ai plus jamais été une femme qui tremble. Adiós, amigo, hasta siempre.
Moi, des souvenirs de Pierre-Yves, c'est les souvenirs de l'ami, du pote, du loustique. On faisait des blagues, on se comportait bien, mais on rigolait de petites choses. Et puis j'ai un souvenir qui me revient, tout bête. On était à Moscou, et on regarde par la fenêtre. À l'époque, on essayait de faire un peu d'information sur cette radio. Et on voit une manif, et on se dit, waouh, une manif, ça nous ramène à nos côtés 68 arts, avec des drapeaux rouges. Oh, on se dit, on y va. On fonce, et tout d'un coup, il y a un type qui se retourne vers nous et qui dit, c'est pas vous les étrangers, vous ne vous gênez pas, vous pouvez être là, c'est juste les juifs qu'on doit tuer. Et à ce moment-là, on se regarde, et on se dit, comment on va se sauver? On était terrorisés, et on s'était fait avoir par le côté mythique de la place rouge et des drapeaux. Voilà. Le 18 novembre dernier, je me souviens de tes paroles si tendres, si fortes, si profondes, puisque c'était l'anniversaire de la disparition de mon compagnon, et tu étais toujours là. Donc je me souviens de ces paroles qui m'aident à présent pour affronter le chagrin de ton départ. Merci à toi. Moi aussi, je me souviens, et je veux surtout me souvenir du personnage bon vivant. Et je me dis quel plaisir et quel bonheur quand même de se dire que dans la région où il a terminé donc, sa vie, un des vins qu'il appréciait le plus, c'était celui qui s'appelle et qui a pour appellation vin sobre. Tu m'as piqué mon idée, parce que moi j'ai un peu cette souvenir de Pierre-Yves, on a un peu le même embonpoint et tout. Moi, le souvenir, c'est Pierre-Yves faisant une vinaigrette. C'était un art absolu, ça durait un quart d'heure. Et quand tu étais avec la salade sèche, tu disais, bon, elle arrive, non, je rajoute de ça. Il vidait ton armoire à épices en mettant, je rajoute de ça. Ça, c'est le grand souvenir, la vinaigrette de Pierre-Yves. Moi, je me souviens de la dernière conversation qu'on a eue pour parler de l'association de Ghislaine et Claude. Et beaucoup de gens l'ont évoqué tout à l'heure. Il avait toujours un mot, c'était pas qu'une association, qu'une famille, c'était à chaque fois des individus. Et je me souviens... Je voulais pas pleurer. Je me souviens qu'il a parlé du combat qu'on avait tous à mener, qu'on devait mener. Et il m'a dit, toi aussi, tu as un combat, tu as ton combat à mener. Il ne faut pas que tu l'oublies. Voilà. Je ne l'oublierai pas. Je me souviens du 2 novembre 2013. On se retrouve dans une pièce côte à côte. Et on n'était pas copains avant. Et il me dit... maintenant on est frères, et voilà, on était frères. Et je me souviens c'était il y a 3 ans. C'est Marie Solange qui m'appelle. Tu sais, Pierre-Yves, il est venu à Royan, et il est venu avec Violette. Et je me suis dit, qu'est-ce qu'il a dû être heureux, mon Pierre-Yves, que Violette l'ait accompagné chez Marie Solange. Qu'est-ce qu'il a dû être heureux. Et puis je me souviens, on est à Groix, il n'y a pas très longtemps, il y a 2 ans. On est chez des amis d'Éric et Daniel, et qui ont une maison à Aix. Et il dit, ah bon, vous avez une maison à Aix, parce qu'il y a Luna, la fille de Violette, qui fait ses études à Aix. Et voilà, ils se sont mis à parler d'un logement pour Luna, et je me suis dit, tiens, le père Pierre-Yves, là, avec Luna, il y a quelque chose. Voilà. Salut Pierre. Je me souviens qu'on a tous parlé de ton côté humain, de ton militantisme, de ta pugnacité. Et je pense que
Pierre-Yves, c'était aussi quelqu'un qui aimait la beauté du monde, la beauté de la nature. Tu étais un esthète. Et je me souviens de cette fois, on était en Italie, à Pise, on était dans la cathédrale, dans le dôme, on était tout seul. Et pour nous expliquer l'acoustique extraordinaire de cette cathédrale, tu t'es mis à entamer un chant sacré que tu avais appris dans ce fameux chœur des petits choristes de Neuilly. Et que ta voix s'est élevée, qu'elle était envoûtante, incroyable. Et c'est cette voix que tu as portée toute ta vie à la radio, avec tes amis et avec nous tous. Et voilà, on t'aime tous, Pierre-Yves. Pierre-Yves, je suis vraiment content de t'avoir connu et j'ai un regret, c'est que je ne pourrai plus partager des bons petits plats avec toi. Et Dieu sait que tu aimais ça. Merci pour tous ces bons moments passés avec toi. Moi, je me souviens, Pierre-Yves, de ton air horrifié quand je t'ai ouvert la porte du restaurant le soir de la Coupe du Monde où la France gagnait et où j'avais mis du bleu, blanc, rouge sur le visage. Et là, j'ai vraiment vu dans ton regard que tu en prenais plein la tête. Voilà, c'est mon souvenir. Je me souviens que je venais d'arriver à Gilda depuis peut-être 2-3 jours. Et je pense que Daniel m'avait envoyé faire un reportage chez les nudistes. Je ne sais pas si tu te souviens de ce reportage. Et ça m'avait marqué parce que je débutais en radio, je débutais vraiment dans le métier. Et c'était un reportage drôle et hyper visuel, alors que ce n'est pas du tout évident d'être visuel. Évidemment, avec les nudistes, il y avait beaucoup de gags, ils se cachaient derrière son agra. Enfin, c'était pas des nagras, c'était, je ne sais plus ce qu'on avait. Et ce reportage m'a vraiment marqué. Je me suis dit vraiment que la radio, c'était magique. Et je me souviens que un des pseudos de Pierre-Yves à la radio, c'était Pierre-Yves Schneider, c'est magique. Je me souviens des douzaines d'huîtres avalées goulûment, surtout par moi, qui en mangeais toujours plus que toi. Je me souviens de son sourire canaille, de ses yeux malicieux. Je me souviens de tous nos voyages, de ce grand frère que moi je n'avais pas puisque c'est moi l'aîné d'habitude. Il était un peu pour moi un grand frère aussi. Voilà, je me souviens de notre amitié, de nos promenades à côté de chez Violette. Voilà. Moi, je me souviens que tu n'as pas eu d'enfant, Pierre-Yves, mais alors tu en avais quand même vraiment beaucoup dans ta vie. Et tu savais leur porter une attention toute particulière. Évidemment, mention spéciale à Luna, pour laquelle tu te faisais parfois beaucoup de soucis, trouvant toujours des amis relais pour t'écouter, partager, épauler Luna. Et Luna, je voulais te le dire, on est toujours là. Hein. C'est pas parce que Pierre-Yves n'est plus là que tout ce réseau solide tissé autour de lui, autour de toi, va s'effondrer. C'est pas du tout le cas. Et puis à titre personnel, je te remercie parce que tu es un des rares amis à t'être vraiment préoccupé de la recherche d'emploi de notre fille Clara. Et d'ailleurs, tu avais fait en sorte de la mettre en contact avec la bonne personne. Elle n'a pas pris le job pour des raisons personnelles, mais j'ai apprécié énormément que tu passes ce temps avec elle et avec d'autres aussi. Tu avais un vrai intérêt pour les jeunes pousses, la jeune génération. Et ça, c'était formidable. Merci Pierre-Yves. On va aller déboucher le vin sobre. Ouais. Et vous savez, comme dans l'UMS, il y a toujours des petites consignes à la fin, un peu casse-pied, mais bon, c'est mon rôle aussi. Alors, bien sûr que pour Violette, recevoir tant d'amis ce soir, c'est un petit peu violent pour des tas de raisons que vous allez comprendre. Je vous demande donc d'être extrêmement respectueux de ce qu'on va vivre ce soir, c'est-à-dire en termes sanitaires. Très bêtement, on va arriver chez elle, se laver les mains, se passer du gel, essayer de garder le masque autant que possible, boire et manger bien sûr sans s'approcher trop, parce que ça serait vraiment dommage que cette soirée se termine mal. Et maintenant, donc, on va prendre la route. On
peut rester un petit peu à Nyons, mais il n'y a pas beaucoup de café pour nous accueillir, donc je pense qu'on va aller s'installer tranquillement. Ceux qui vont à l'auberge iront à l'auberge et les autres continueront dans la maison qui est au-dessus de chez Violette. Demain, la crémation de Pierre-Yves a lieu à 10h30 en Ardèche, à Bourg-Saint-Andéol. C'est à une bonne heure de route d'ici. Ceux qui souhaitent y aller me le feront savoir et nous organiserons les départs. Et puis on reparlera ce soir de la manière dont cette deuxième partie de l'adieu se déroulera. Et on va se quitter sur une chanson qui nous paraît de circonstance.